Dans cette vidéo, nous allons revenir sur la grande notion de la première leçon d'histoire de l'année, la leçon qui porte sur la Première Guerre mondiale. Il s'agit de la notion de guerre totale. En quoi la Première Guerre mondiale est-elle une guerre totale? Eh bien, pour bien comprendre cette notion de guerre totale, il faut revenir à la notion de front et bien considérer qu'il existe durant la Première Guerre mondiale deux types de fronts. Le premier front, c'est le front au sens traditionnel, au sens strict entendu, comme la zone de combat, là où se trouvent et où combattent les 70 millions d'hommes mobilisés durant le conflit. Et ce front change de visage puisque la guerre est marquée par, pour la première fois, une violence de masse. Alors comment entendre cette notion de violence de masse? Eh bien tout d'abord, c'est un conflit, cette Première Guerre mondiale, d'une grande brutalité. Une brutalité qu'on constate et qu'on voit tout à fait au travers de grandes batailles comme Verdun, où les conditions de vie sont absolument atroces et où les assauts peuvent faire jusqu'à 70% de victimes parmi les unités mobilisées. Il y a donc un nombre très très élevé de morts et de blessés, 306 000 morts pour les 10 mois de la bataille de Verdun. En tout et pour tout, la Première Guerre mondiale fait 9 millions de blessés et 6 millions de morts et d'invalides, et c'est une guerre qui laisse une empreinte très importante dans la chair des combattants. C'est la multiplication de ces personnes que l'on va appeler, après la Première Guerre mondiale, les gueules cassées, qui vont avoir du mal à se réintroduire dans la société civile. Grande brutalité, nombre élevé de morts et de blessés, donc la guerre a changé et cela s'explique par le changement des conditions techniques. Les conditions techniques ont changé et c'est ce qui explique en partie l'apparition de cette violence de masse. On constate tout d'abord que l'artillerie a pris une grande importance. 70% des morts sont liés à l'artillerie, aux obus, au bombardement. On utilise des moyens modernes pour tuer. Je ne reviens pas sur l'artillerie, mais on pourrait prendre comme exemple l'aviation avec les premiers combats aériens, le Baron Rouge, les chars modernes qui apparaissent sur le front, l'utilisation de gaz de combat, de lance-flammes, d'armes de saturation, comme les mitrailleuses. Et puis ce conflit est un conflit qui est long, les hommes partaient pour une guerre courte, les États pensaient qu'elle serait courte. Au final, le conflit s'égrène sur à peu près 4 années, d'où une radicalisation de la violence. Pour que le front tienne, pour que sur la zone de combat, les soldats puissent faire face à ce déchaînement de violence et de feu, eh bien, il est nécessaire que l'arrière soutienne l'effort de guerre. On pourrait donc parler de second front, de front de l'arrière, qui soutient l'effort des soldats qui sont au contact de l'ennemi. Et ce front de l'arrière est véritablement stratégique à l'époque de la Première Guerre mondiale. La guerre coûte cher, d'autant plus qu'elle est longue. Et il faut financer cette guerre, il faut financer l'armement et ce front gourmand en hommes, en équipements, en munitions, d'où une indispensable mobilisation économique. Comment les États lèvent-ils leurs fonds? Eh bien tout d'abord, ils augmentent les impôts. Ils empruntent aussi aux banques, à d'autres pays. C'est le début de la dépendance économique de l'Europe envers les États-Unis. Et enfin, l'État emprunte aussi à ses propres citoyens. Il va chercher dans la bourse du citoyen. Il y a des souscriptions qui sont levées auprès des populations civiles. Donc tout d'abord, mobilisation économique. Ensuite, il y a une mobilisation humaine. Je disais tout à l'heure, 70 millions de soldats mobilisés en Europe. Les hommes sont donc partis au front, ils sont donc partis combattre, ils ont quitté la vie économique et il faut prendre leur place dans l'industrie, dans l'agriculture. Il faut continuer, il faut que le pays continue à tourner et donc les femmes et puis les jeunes gens vont remplacer les hommes partis sur le front. C'est ceci, la mobilisation humaine. Nous évoquions tout à l'heure la guerre moderne, la débauche de moyens techniques, le nombre d'obus, 30 millions d'obus tirés durant la bataille de Verdun. Eh bien, ce front, il faut l'approvisionner, non seulement en hommes, mais aussi en matériel, en munitions. Cela entraîne une mobilisation industrielle. Et pour soutenir l'effort de guerre et pour approvisionner le front, les industries vont devoir s'orienter vers des productions de guerre. C'est l'exemple ici des usines Renault qui, avant le conflit, ne faisaient pas de chars d'assaut ni de moteurs d'avion, ne fabriquaient pas d'obus. En 1914, nous voyons sur le tableau, aucun obus de 75 ou de 155 ne sortait des chaînes de montage. Or, en 1918, les usines Renault produisent à peu près
2 millions d'obus. Mobilisation économique, mobilisation humaine, mobilisation industrielle, il y a enfin aussi une mobilisation des esprits. Il faut que l'arrière tienne, il faut que le moral tienne. Et les États font de la propagande. Les communiqués militaires sont toujours enthousiastes. Une partie du courrier, une petite partie, il ne faut pas exagérer cette réalité, est ouvert, censuré. On le voit dans ces extraits de journaux qui apparaissent à l'écran. Il y a une espèce d'exagération pour montrer que, au final, le pays, la France ici, s'en sort plutôt bien et que il faut continuer à tenir le coup puisque les choses prennent bonne tournure. À écouter les communiqués militaires, il n'y aurait pas de raison que la guerre dure 4 ans. Et pourtant, donc il est important de mobiliser les énergies, il est important aussi que les civils et les partis politiques restent unis. C'est la constitution en France d'une union de l'ensemble des partis qu'on va appeler l'union sacrée. Et cette union sacrée se fait autour de Georges Clemenceau et elle est indispensable pour tenir et arracher la victoire dans cette guerre qui est de plus en plus longue, coûteuse, violente et meurtrière. Et nous avons ici l'ensemble des éléments qui font la guerre totale. De front, la zone de combat, l'arrière, différents types de mobilisation. Cette guerre totale, en fait, nous le voyons, c'est une guerre qui mobilise l'ensemble des populations, les militaires au combat, les civils à l'arrière, et l'ensemble des ressources des États en guerre, les ressources économiques, les ressources humaines, les ressources industrielles, les esprits, tout est nécessaire, toute l'énergie des États en guerre est engagée, toutes les ressources des États en guerre sont engagées dans ce conflit.